Cet épisode est présenté par les jus Dose et je dois dire que je suis totalement fan de ces breuvages biologiques faits au Québec. J'utilise les smoothies protéinés tous les matins, ça me fait sauver un temps précieux. Et dernièrement, j'ai ajouté les shots de curcuma et gingembre juste pour me donner un petit boost le matin. Et les jus Dose sont disponibles chez Métro, IGA, Avril, Rachel Berry. Ils sont également livrés partout au Québec et rendez-vous sur le site web dosejuice.com. Utilisez le code promo Femme de Fer 15 pour avoir accès à 15% de rabais sur votre commande. Salut tout le monde, bienvenue à ce 86e épisode du podcast Femmes de Fer et j'ai le bonheur de recevoir la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, Déborah Cher-Enfant. C'est une passionnée, lumineuse et déterminée. Je discute avec elle des défis qui attendent les entrepreneurs dans les prochaines années. On parle également d'inclusion, d'environnement et de confiance en soi. Celle qui est arrivée d'Haïti en 2005 n'avait qu'une chose en tête, étudier pour devenir entrepreneur. Après avoir fait ses études en économie à l'UQAM puis au HEC de Montréal en entrepreneuriat, elle a fondé le blog Modèle où elle discutait avec des femmes entrepreneurs pour être certaine de bien comprendre qu'est-ce que le milieu entrepreneurial. Elle a ensuite fondé Atelier Coloré, la Fondation Canpé, qui met de l'avant l'autonomie financière pour les familles haïtiennes. Et rien n'arrête, Déborah, vous allez comprendre en écoutant cette entrevue, tout la pousse encore plus loin. Alors on l'écoute dès maintenant. Bonjour à vous, je suis votre animatrice Sophie Montminy et je me suis donné la mission de vous faire découvrir des femmes qui décident de faire entendre leur voix et de bouger les choses dans leur communauté, leur travail et leur famille. Peu importe où vous vous trouvez en écoutant le podcast, on a besoin de leaders positifs comme vous. C'est le temps de se laisser inspirer, d'ouvrir vos horizons et de changer le monde un pas à la fois. Bienvenue à Femmes de Fer. Bonjour Déborah. Bonjour Sophie. Ça va bien? Ça va super bien. Avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que tu partais en vacances, mais finalement, j'ai découvert que c'était pas vraiment des vacances. Non, ça c'est mon déni habituel de prendre du temps pour moi, mais non, c'est semi-vacances. On va dire c'est moitié-moitié. Je pars avec une délégation du Québec en France pour une conférence autour de la francophonie économique. En plus des 5 jours de conférence, je me suis bookée en bon français un petit 3 jours de vacances, donc un long week-end à Paris. C'est pas rien quand même. Donc, c'est pourquoi j'appelle ça des vacances pour éviter d'expliquer le lot pour apaiser ma conscience que je prends du temps pour moi en plus de travailler. Quel est l'objectif de ce voyage-là? Je dirais d'aller à la rencontre d'entrepreneurs francophones. Donc, il y a vraiment un aspect très fort autour de la francophonie économique. Il y a aussi le fait de renouer des liens d'affaires internationaux entre le Québec et la France particulièrement et d'autres pays francophones après des mois de pandémie. Donc, il y a cet aspect de relancer les missions internationales, de relancer les conversations, de relancer les liens internationaux. Je dirais le troisième, non le moindre, c'est de montrer la place évidente et incontournable que le Québec a au sein de la scène francophone à l'international. Donc, si à la fin de cette conférence, on retrouve la Tunisie où va se dérouler le prochain sommet de la francophonie en novembre, la France comme organisateur de cette conférence, mais aussi le Québec, sans être un pays, mais un lieu phare pour faire survivre un peu cette langue, cet aspect culturel, mais aussi cette langue d'affaires. Je pense qu'on aura réussi notre mission. Puis c'est aussi ça l'objectif, c'est de montrer un peu, de positionner encore plus le Québec et de montrer que le Québec est une place de choix et surtout un acteur incontournable dans cette francophonie économique. Donc, plusieurs éléments en 5 jours. Quel est le poids justement du Québec à l'international? Véritablement, je pense que le Québec a une place de choix qu'on a su au cours des dernières années, depuis longtemps d'ailleurs, se frayer à cette place-là. C'est sûr, en tant que province, on fait partie des pays qui sont membres de l'OIF, de l'Organisation internationale. Donc, le Canada fait partie de l'OIF et on va se le dire, c'est grâce au Québec qu'on peut faire valoir cette place-là au sein de l'organisation. Au sein de cette organisation, les Québécois eux-mêmes, au-delà de la langue, ont une place de choix. C'est qu'on a toujours fait confiance à des personnalités québécoises pour se prononcer, pour amener des idées et aussi pour changer et influencer, j'ai envie de dire, la scène francophone à l'international avec la composition diversifiée
qu'on retrouve au Québec, de par notre population, la société, mais aussi de par notre situation géographique, un petit îlot francophone dans un océan anglophone ou autre. Donc, je pense que ça nous donne une perspective assez intéressante et impressionnante et qui fait en sorte qu'on puisse et qu'on doive se prononcer sur plusieurs enjeux qui interpellent la francophonie, que ce soit au niveau culturel, mais surtout au niveau économique qui fait partie des objectifs principaux de la mission. Donc, je pense que le Québec a et doit maintenir sa place de choix à travers différentes activités et actions comme cette délégation qui va partir. Ceux qui nous écoutent se demandent peut-être comment on fait au quotidien pour continuer à se démarquer comme ça. Disons là, que moi, je suis à la maison, un entrepreneur ou quelqu'un qui veut faire partie de cette grandissante communauté pour le Québec pour se démarquer. Comment on fait pour participer à ça? Alors, je vais partager, si on veut, ma façon de faire, puis peut-être que ça va inspirer d'autres, sait-on jamais. Ça passe par des éléments très simples. De un, la langue. On va se le dire, le fait de continuer à parler en français, le fait de maîtriser, mais surtout de faire valoir la langue française comme, oui, langue commune, langue entre les amis, etc., mais aussi langue d'affaires. Donc, tout ce qui est nom, si jamais on se lance en affaires, donc le nom de nos initiatives, de nos projets, de nos entreprises, qu'on puisse maintenir ces noms-là en français, nos sites Internet. Je veux dire, c'est peut-être très détaillé ce que je dis, mais moi, c'est la façon que je trouve. Les initiatives ou les projets dans lesquels je me suis investie, je ne vais pas dire que tous ont des noms francophones, mais je peux affirmer que 95% des initiatives au sein desquelles je m'implique ont uniquement un nom francophone. Donc, je pense que moi, c'est ma façon à moi au-delà d'être francophone, mais d'être francophile et de vouloir faire en sorte que le français ressorte toujours et soit toujours mis de l'avant. Peut-être un autre moyen aussi, c'est de connecter avec des gens pour des affaires, que ce soit en exportant, mais de trouver d'autres personnes francophones et pas seulement aller vers, j'ai envie de dire avec de grands guillemets, puisqu'on ne me voit pas, la facilité et faire des affaires en anglais, ce que j'en conviens est très facile. Moi, je le fais. Mais de peut-être aller chercher un petit peu plus loin, quels sont les autres entrepreneurs francophones au lieu de m'attarder à maîtriser une autre langue, mais pourquoi ne pas faire fructifier mes affaires dans celles que je maîtrise déjà? Donc, aller chercher des entrepreneurs qui sont pas seulement en France, des entrepreneurs francophones en Afrique, dans d'autres pays aussi. Puis on serait étonné de savoir que, par exemple, le Brésil fait partie. Donc, il y a ces petits éléments-là également. Moi, j'ai découvert, je suis allée en Roumanie. La Roumanie fait partie des pays membres de l'OIF. Donc, il y a ces petits trucs, le nom, le site Internet, la conversation qu'on maintient au quotidien, mais surtout dans nos liens d'affaires, les personnes avec qui on veut transiger. Puis l'objectif, puis j'entends peut-être des personnes se demander, oui, mais est-ce qu'on va créer un ghetto de personnes francophones? Non, ce n'est pas ça, mais de faire en sorte que notre langue survive et survive au-delà de l'aspect culturel, mais surtout et également à travers des liens économiques forts. Là, on est déjà dans la discussion économique et entrepreneuriale parce que c'est important pour moi de présenter que tu es porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal depuis 2020. Exactement, depuis janvier 2020, 2 mois avant le début de la pandémie. Donc, tu es rendue maintenant une experte dans le domaine. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette place-là? Est-ce qu'on te l'a proposé ou est-ce que c'était pour toi vraiment un objectif personnel d'aller là? Premièrement, ce n'était pas un objectif personnel, je vais être très honnête. Par contre, la Jeune Chambre a été une organisation au sein de laquelle je me suis impliquée bénévolement. Je suis encore impliquée bénévolement à travers ce rôle de porte-parole. Vers les années 2013-2014, je me suis impliquée au sein de cette organisation. Ma sœur a fait longtemps partie de l'organisation également comme bénévole. Et c'est une organisation pour laquelle j'avais à l'époque et j'ai encore beaucoup de respect pour le travail, la mission, le rayonnement et aussi l'engagement qu'elle est en mesure de susciter chez les jeunes professionnels et entrepreneurs qu'elle rassemble. Quand j'ai été nommée présidente et porte-parole en janvier 2020, donc je le savais 2 mois avant, depuis novembre, en fait, parce que le processus est entamé depuis 3-4 mois avant. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de postuler, de soumettre ma candidature véritablement, c'est que oui, au niveau de ma carrière, j'avais besoin de changer un peu la conversation autour de mon nom, j'ai envie de dire, parce que jusqu'alors, à ce moment-là, j'étais très entrepreneuriale.
Donc, c'était Déborah, l'entrepreneur, ou Déborah, la professionnelle en entrepreneuriat. J'avais besoin de changer un peu la conversation pour l'élargir un peu et de parler d'engagement, de parler de rayonnement, de parler de carrière aussi, parce que ce ne sont pas que les jeunes entrepreneurs que la Jeune Chambre soutient, mais aussi les jeunes professionnels en recherche, transition ou renouvellement de carrière, bref. Donc, j'avais effectivement ce goût-là et de faire le travail avec la Jeune Chambre, de permettre à la Jeune Chambre de rayonner dans d'autres sphères aussi, de moi-même rayonner au sein de cette organisation-là. Donc, quand je soumets ma candidature je crois en septembre-octobre 2019, c'est ce que j'ai en tête. Et quand c'est confirmé que c'est moi qui ai été choisie, donc véritablement, c'est là que je commence le travail à l'interne avec l'équipe permanente, équipe de bénévoles, à peu près une centaine de personnes qui sont bénévoles chaque année. C'est pas peu dire pour une organisation qui aura bientôt 90 ans. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Cet engagement, j'ai envie de dire, avec des guillemets quand même, ce don de soi, parce qu'on n'est pas complètement dans le don de soi, mais quand même, dans le don des heures et d'énergie, on va le dire comme ça. Moi, ça vient vraiment me chercher et j'ai envie de travailler avec des gens comme ça et j'ai envie de travailler avec des gens qui le font comme moi, avec moi. Et moi, ce sont des éléments qui m'animent. Quand je faisais la lecture de certaines entrevues, il y a des mots qui me revenaient en tête pour te décrire, en fait, ou en tout cas, c'est peut-être des mots qui te sont chers et je voulais t'entendre parler un peu de l'importance de ça justement dans ton travail. J'ai beaucoup vu des mots comme la durabilité, solidarité et même aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a un mot là-dedans qui te parle le plus? Qu'est-ce qui te fait réagir? Solidarité me fait réagir très rapidement. Après, je dirais la durabilité. Et en dernier lieu, mais pas le moins, de l'environnement. Je pense solidarité, encore une fois, au moment d'enregistrer ce balado, on est près d'une semaine après un autre tremblement de terre en Haïti et l'élan de solidarité que je sens étant née en Haïti, ayant encore mes parents et ma famille en Haïti. Donc, c'est un mot qui vient me chercher. L'aspect durabilité vient aussi me chercher parce que le travail à la Jeune Chambre qu'on fait, que je fais, c'est vraiment dans cet esprit d'impact durable et pas seulement avec une connotation environnementale, mais véritablement pouvoir marquer les esprits, pouvoir marquer le milieu des affaires avec une voix, VOIX et aussi VOIE, qui trace véritablement la route pour la relève d'affaires. Donc, pour moi, ça, c'est important d'avoir cette durabilité dans les actions et pas juste rester dans l'aspect éphémère des choses, ce qu'on voit trop souvent. Et je pense, maintenant que j'y pense, je pense que c'est pourquoi je ne suis ni trop story Instagram, zéro TikTok et encore moins TikTok. Mais on reviendra là-dessus peut-être. Ah oui, si je trouve ça intéressant. Oui. Peut-être, mais c'est peut-être juste parce que j'ai pas les compétences, Sophie, on va être honnête. Et l'aspect environnement, ce n'est pas mon dada, mais dans les 2 dernières années, effectivement, de m'imprégner de ce mandat-là, de le faire, parce que ça fait un an et demi que je suis présidente, de prendre part aux discussions, aux comités et aux initiatives, parce qu'on fait partie d'une initiative montréalaise autour du climat, Partenariat Climat Montréal, et d'apprendre véritablement à quel point, comme le rapport du GIEC le mentionnait, on est minuit moins une. D'autres experts diront qu'on a dépassé minuit. Sincèrement, personnellement, j'avais pas encore compris cette sonnette d'alarme. Je l'avais pas reçue de cette façon-là. J'avais compris que c'était un enjeu. J'avais compris que c'était une priorité. J'avais pas compris à quel point c'était une urgence, une alarme. Et là, je l'ai compris et ça fait effectivement près de 2 ans qu'on en parle à la Jeune Chambre, qu'on a des projets concrets en ce sens. On regardait encore des annonces qui ont été faites par la Ville de Montréal récemment sur l'interdiction de l'usage du plastique à usage unique. Nous, à la Jeune Chambre, on avait fait la même chose dans nos événements parce qu'on organise à peu près 70 événements par année hors pandémie. Et on avait fait cette même politique pour nos événements d'affaires. Donc, de voir à quel point on peut être à l'avant-garde d'initiatives qui, par la suite, vont être à une portée beaucoup plus globale, j'ai envie de dire. Et moi, ce sont des éléments sur lesquels j'ai envie de me pencher, qui m'interpellent, mais aussi que j'ai envie d'apprendre. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas mon expertise. C'est des choses ou des notions qu'on entend parler depuis longtemps. Dans notre génération, c'est l'environnement. Bon, c'est un mot qu'on entend toujours et qui se développe naturellement. Et là, j'ai l'impression que dans la dernière année, mais peut-être que toi, tu l'as ressenti aussi d'une autre façon de ton côté au niveau de l'entrepreneuriat, mais même au niveau international, l'environnement
et la diversité culturelle, c'est comme si c'est deux mots qui ont explosé dans nos vies, autant personnelles que professionnelles. Et tout d'un coup, ça en devient, on se dit, ah ben oui, on entendait parler, OK, oui. Puis là, tout d'un coup, ça en devient, non, c'est des enjeux, faut qu'on aille plus loin que juste une discussion. Faut rentrer en action. Exact. C'est comme si on avait pris conscience de plein de choses en même temps en 2020. Et puis, effectivement, cette pause mondiale qu'on a tous vue et vécue nous a effectivement amené là. Et même si on parle pas des mêmes sphères, que ce soit en environnement ou en diversité, j'ai envie de dire qu'il y a sensiblement la même urgence et une prise de conscience quand même assez importante à plusieurs égards. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui avance plus vite ou qu'est-ce qui devrait avancer plus vite? Je pense qu'on peut pas être contre le fait que l'environnement, ça concerne véritablement tout le monde. Je pense qu'il y a encore des personnes qui se disent la diversité, ça concerne pas encore tout le monde, alors que c'est faux. Et ça concerne véritablement tout le monde. Donc, je pense que le fait de les mettre, de les camper, ces deux thèmes-là, ça nous permet effectivement de mettre les choses en perspective, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on aura appris de la lutte, de l'engagement pour l'environnement, en faveur de l'environnement des 20 dernières années, des 15 dernières années, qu'on pourrait peut-être appliquer à la diversité, à l'engagement qu'on fait en faveur de la diversité pour ne pas répliquer les mêmes erreurs. Parce qu'un exemple, donc, dans les multiples conversations que je fais autour de l'environnement et au sein desquelles j'apprends énormément, c'est le choix des mots. Par exemple, il y a peut-être 15-20 ans, on parlait plus de développement durable. Et là, peut-être aujourd'hui, on va parler plus de changement climatique. À un moment donné, dans le milieu des affaires, aujourd'hui, on va peut-être résumer ça avec l'ESG. Et à d'autres moments, on va parler d'écologie. Donc, il y a plusieurs mots sous le chapeau environnemental qu'on utilise. Il y a des experts spécialistes qui me disaient, effectivement, on a fauté à ce niveau-là parce qu'on a utilisé plusieurs mots des fois très théoriques, très spécifiques, peut-être qui résumaient moins l'urgence d'agir, mais qui nous mettaient à des niveaux inatteignables et qui ne permettaient pas aux gens de comprendre à quel point ça les concernait. Et ça concernait pas seulement quelques théoriciens et scientifiques, mais ça concernait véritablement tout le monde. Et j'ai dit, ça, je pense que je vais l'intégrer au travail qu'on doit faire en faveur de la diversité, quelle qu'elle soit, là. Puis je nomme diversité pour ne pas mettre que culturelle, que ce soit de genre, culturel, sexuel et autres, la diversité dans son ensemble. Et effectivement, je pense qu'on risque de frapper un mur si on n'apprend pas de ces éléments-là et qu'on évite surtout d'utiliser trop de mots. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'aller là-dedans. L'année dernière, on parlait effectivement beaucoup plus de racisme systémique qui faisait un peu beaucoup de vagues. On a peut-être fini l'année sur la diversité culturelle ou la diversité. Là, aujourd'hui, on parle d'autres termes. J'ai l'impression qu'on est peut-être en train de noyer le poisson et de perdre un peu l'objectif final en vue parce qu'on rajoute des nuances. Et si, encore une fois, je fais un parallèle avec le monde de l'environnement qui est très grand, et j'ai l'impression que c'est là où ça a pris 15 ans à faire comprendre Mini-1. Et moi, j'ai pas envie que ça nous prenne 15 ans à faire comprendre que c'est Mini-1 par rapport à plus de diversité, plus de représentation, parce qu'on se perd dans les termes et qu'on rajoute des éléments, etc., qu'on noie le poisson. Et c'est quoi, finalement, selon toi, le mot qu'on devrait... Bonne question. Surtout, ça dépend des jours. Je suis plus ou moins à l'aise avec le mot diversité. Mais effectivement, je pense que le mot qu'on doit maintenir, c'est représentation. Sincèrement, moi, je préfère représentation parce que dès qu'on met diversité, je pense que ça fait réagir certaines personnes. Représentation, moi, je préfère. C'est un mot que j'ai naturellement utilisé, je t'avouerai, depuis 2009, quand j'ai fait mon blog modèle et que je parlais de la représentation des femmes dans le milieu des affaires. Mais je parlais pas de diversité. Pour moi, ça voulait rien dire à ce moment-là. Aujourd'hui, je le conçois mieux. Mais je pense que représentation, c'est un meilleur terme et c'est une réflexion qui date de 5 secondes. Je rajouterais à ça, parce que représentation, à mon sens, c'est un meilleur terme qui est plus inclusif aussi. Je pense qu'il rejoint également les valeurs québécoises. Puis moi, il y a une des valeurs québécoises qui m'a toujours interpellée et qui m'anime encore, c'est l'égalité des chances. Et moi, je pense qu'on peut lier
la représentation très facilement à l'égalité des chances et qui nous permet, en tant que société, à travailler plus pour cette égalité des chances avec de la représentation de tous. Donc, moi, c'est comme ça que je le résumerais ou le présenterais. Si on se pose la question, est-ce qu'il y a de la diversité? Puis là, je pense que le réflexe que beaucoup de personnes ont, est-ce que tu as ci, tu as ça, tu as une personne dans ci, est-ce que tu as une personne dans ça? Alors que quand tu te poses la question, es-tu assez représentatif de la société aujourd'hui? Et aussi, l'autre question, c'est pourquoi je lis l'égalité des chances. Es-tu certaine d'avoir donné la même chance à tout le monde dans ton processus, quel qu'il soit? Est-ce qu'on a vraiment mis de l'avant cette égalité des chances? Donc, moi, c'est beaucoup ce qui m'interpelle parce que je pense que c'est là qu'on faut, nous, tout le monde, c'est dans cette égalité des chances qu'on n'accorde pas à tout le monde. Et c'est aussi pourquoi on se retrouve avec cette situation dans ce contexte actuel. J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes fan de Femmes de fer, eh bien, rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. J'ai goût de ramener un peu, tu as parlé tantôt de ta famille à Haïti. Tu es arrivé ici au Québec en 2005, mais ta famille est encore là-bas. Premièrement, comment va-t-elle, ta famille? Ma famille va bien. On touche du bois. Ma famille va très bien. Ma famille est à Port-au-Prince, donc qui n'est pas la région touchée par ce deuxième séisme. Mon père étant médecin, pas à Port-au-Prince, mais dans une région du plateau central qu'on appelle Mirebalais, à l'hôpital de Mirebalais. Lui, il est un petit peu plus impliqué, pas affecté, mais impliqué, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est organisation de délégation de corps médical dans le sud-ouest pour aider. Ma mère reste à Port-au-Prince, mais très affectée mentalement, moralement, tout comme le reste de la famille. Mais la famille va bien. Je suis ici avec mes sœurs et mon frère. Mais ça fait, je veux dire, c'est pas nouveau, ça fait 16 ans maintenant que ça dure, cette distance physique de ma famille. C'est difficile, je vais pas mentir pour dire que non, ça se fait bien. C'est difficile, il y a des hauts et des bas. Dans les hauts, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est impressionné par le sacrifice, entre guillemets, de nos parents de choisir, parce que c'est aussi, des fois, c'est une décision à contre-cœur. Il y a ça un peu dans notre cas, mais surtout un choix de laisser partir ses enfants pour une meilleure vie. Donc là, tu te dis, mon Dieu, t'es impressionné devant le sacrifice, mais après, tu te dis, dans les bas, tu te dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que vivre loin de ses parents, c'est vraiment une façon de vivre tout court? Donc là, tu te questionnes beaucoup. Et moi, la personne que je suis, ça me rajoute des fois des objectifs, de l'ambition d'en faire plus pour montrer que ça valait la peine de venir ici et de vivre loin de ma famille, de pas voir les derniers moments de ma grand-mère, de mes grands-mères qui sont aujourd'hui malheureusement décédées. Donc, on cherche des façons de valider, de confirmer ces éléments-là, mais c'est pas facile. Je suis une personne très famille, très sensible aussi, donc c'est pourquoi j'ai de la difficulté, même après 16 ans, à régler cette question-là dans ma tête, à me dire, je sais que c'est une bonne décision, je sais que je suis bien ici, à Montréal, au Québec, au Canada, mais je me questionne. Peut-être une à deux fois par année, je me questionne. Je suis comme, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Je n'ai pas la réponse et je pense que j'ai un peu peur de trouver la réponse. Je fais ma thérapie avec toi aujourd'hui. Je pense que j'ai pas envie de me questionner là-dessus non plus parce que ça brasserait tellement de choses dans ma tête pour mes parents aussi qui, je suis persuadée, ils balayeraient ça d'un revers de la main et diraient, mais non, de quoi tu parles? Mais non. T'es bien, reste là. Le pays n'a plus rien à offrir. De toutes les façons, nous, on approche l'âge de la retraite. Ça sert à rien. Mais non, plus je vieillis, plus je me questionne sur justement cette vraie définition de la vie, comment on doit la vivre. Est-ce que c'est proche des siens ou proche des objectifs personnels qu'on se fixe? Ouais, c'est pas facile. Les parents qui disent que le pays n'a plus rien à offrir, est-ce que tu sens ça, toi?
Ça fait malheureusement un petit peu de temps que je le sais, que je le sens avant le séisme, le premier séisme de 2010. Et oui, je le sens. Ou du moins, c'est peut-être l'œuf ou la poule, à savoir, est-ce qu'on n'a plus rien à offrir, à donner au pays? Est-ce qu'on ne veut plus rien de nous-mêmes comme personne à donner ou est-ce que c'est le pays qui n'a plus rien à offrir? C'est un peu dommage de dire ça parce que le pays, lui, concrètement, il n'a rien fait. Il est composé de personnes, de ses habitants, de ses ressortissants. Mais si lui n'a rien à offrir, c'est qu'on ne lui a rien offert. Donc, à un moment donné, qui doit faire le premier pas, le pays ou les gens? Donc, je pense que ça fait longtemps que j'ai compris que en Haïti, je ne serai pas, heureuse n'est pas le bon terme, en fait, que je ne serai pas accomplie comme personne, comme professionnelle surtout. Comme personne, ça reste à voir, mais comme professionnelle surtout. Donc, c'est pourquoi, effectivement, j'ai tiré un trait et j'ai décidé de rester au Québec parce que ça aussi, c'était un questionnement. C'était, je viens pour étudier, travailler un peu. Après, je retourne. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de rester, là, c'était clair. Effectivement, que professionnellement, je pourrais pas m'accomplir tel que je le souhaitais en Haïti. Mais on se questionne toujours. Je pense que c'est sain de se questionner, de revoir des décisions qu'on a prises. Pas de regretter, mais de dire, je me demande si. Parce que l'appel doit être là quand même, très fort, de retourner, de revoir, de... Exact. Exactement. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Je pense pas que tout le monde se pose cette question-là, mais étant très famille et très, très proche de ma famille, je pense que effectivement, je ressens plus cet appel-là. Je prends un exemple toujours de mes deux sœurs et de mon frère qui sont ici. Et je suis celle qui rentre le plus souvent. Des fois, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de rentrer pour un week-end parce que justement, l'appel du pays, le fait de vouloir voir mes parents était très vif. Donc, je le fais sur un coup de tête, oui, mais je pense qu'on peut accepter ce coup de tête-là. Mais je pense que ça veut tout dire parce qu'à un moment donné, être en Haïti, ça me fait du bien comme personne, comme professionnel moins, mais quand j'atterris en Haïti, je me sens bien. Et c'est là où, en vieillissant, on se pose plus la question de se dire, ce sentiment de bien-être, d'être parmi les siens, ça s'invente pas. Ça s'invente vraiment pas. Et d'être parmi les siens, d'être avec les gens qui se ressemblent, représentation, etc. Donc, je pense que ça vient. Mais je crois que c'est juste simplement la notion d'être à la maison. Oui. Ça n'a pas de prix. Et je pense que tout le monde peut se reconnaître, qu'on vienne du Québec ou, bref, on peut reconnaître cette sensation d'être à la maison. Ça n'a pas de prix. Et tu es arrivée ici en 2005 pour faire des études. Comment as-tu trouvé justement cette arrivée? Quel était ton moteur en arrière de détermination? Moi, ça a été toujours l'entrepreneuriat, véritablement, parce que du moment où j'ai découvert ce mot-là à l'âge de 16-17 ans dans une émission, j'ai voulu être entrepreneur, puis j'étais persuadée à cette époque qu'il fallait étudier en entrepreneuriat pour être entrepreneur, ce qui n'est pas vrai. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, non, ce n'est pas vrai. Mais c'est ce qui m'amène au Québec. J'avais vu un programme dans lequel je suis pas acceptée pour la première année, mais la deuxième, en entrepreneuriat à HEC Montréal. Donc, moi, je ne vois que ça. J'ai une ambition, une idée en tête, étudier en entrepreneuriat, être entrepreneur, créer mon entreprise, la vendre, rentrer en Haïti, ouvrir un hôtel et vivre happily ever after. Wow. Il y a rien d'autre dans mon radar. Il y a rien d'autre. C'est tout. Donc, c'est ce qui m'anime. Et comment je trouve, c'est drôle, j'ai des souvenirs très précis. J'ai pas de souvenirs de c'est difficile, ça a été truc. Encore une fois, je me suis posé la question, mais pourquoi t'as pas de souvenirs de c'était difficile ou facile? C'est parce que j'étais tellement excitée, tellement motivée. J'étais excitée de quitter chez mes parents parce qu'on s'entend devant arriver toute seule. Ma sœur cadette était là, donc j'arrive pas toute seule, mais partir toute seule, arriver dans un nouveau pays où on sera libre, libre de chez ses parents, je veux dire. Ça, c'est l'excitation. J'arrive un dimanche, fin de journée, j'ai quitté Haïti, il faisait plus 27, ça je me rappelle, donc ces détails précis, je me rappelle.
J'arrive ici, je pense qu'il fait moins 23 le 9 janvier. Ouais, le 9 janvier 2005, un dimanche. Puis le lendemain, mon premier cours à l'UQAM, un cours de macroéconomie à 9h30. Puis ma sœur, je me rappelle encore, on habitait à Côte-des-Neiges à ce moment-là, elle m'a dit sur un papier, alors tu prends le métro, enfin je prends un métro, prends le métro à tel truc, prends l'autobus, tu descends à telle station, puis quand tu arrives à la station, quand tu sais quand t'arrêter, parce que tu vas avoir un hôtel, le Méridien, puis là, dès que tu vois le Méridien, il faut que tu appuies, puis il faut que tu descendes, puis là, tu prends la station Guy, puis t'arrêtes à... Et là, je fais tout le trajet toute seule, je suis comme ça, avec mon manteau frais acheté la veille, un manteau blanc, erreur à ne jamais faire. Je ne le ferai jamais ça. J'ai acheté un manteau blanc la première fois. Donc, je me rappelle de tout ça. J'arrive dans le cours de macroéconomie. Je me rappelais encore, je pense il y a 2 mois, je me rappelle encore du nom du prof. Là, le nom m'échappe et je comprends rien à l'accent. Et j'ai passé le cours. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais ça m'a pris 2-3 cours. Là, je commence à comprendre avec l'accent québécois. Mais ça m'a fait tellement sourire. Mais j'étais tellement contente d'être là, d'apprendre, de me faire des amis, de vivre seule avec ma sœur. Ça, c'était de faire seule les courses, des choses qu'on n'avait jamais faites parce qu'on habitait chez nos parents. Mm-hmm. Donc, moi, c'est cette excitation-là vraiment. Et juste d'y penser, là, je suis toute excitée. Je suis comme, c'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai que j'ai fait ça. J'en ai acheté ça. On savait pas trop quoi faire. Je me suis perdue. J'ai dû rebrousser chemin, demander. Puis, moi, mon père a une nonchalance légendaire. Et je me rappelle, je lui disais, et si je me perds, et où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je me retrouvais complètement à l'autre bout de la ville? Il me dit, tu parles français? Il me dit oui. Ben, tu demandes à quelqu'un. That's it. Comme, OK, d'accord. Puis effectivement, juste, encore une fois, la notion de langue, la notion d'approche, la notion de juste, il n'y a rien de très grave. Je pense que ça aussi, ça a été une bonne leçon, une bonne façon pour moi d'aborder les choses. Et c'est pour ça, après que tu t'es impliqué, tu as fondé, en fait, on a parlé un peu tantôt de ton blog Modèle pour comprendre mieux l'entrepreneuriat. Ensuite, tu as fondé aussi l'Atelier coloré qui est devenu Marché coloré. Et toutes ces expériences-là t'ont amené à mieux comprendre le milieu de l'entrepreneuriat? 100%. Le milieu d'entrepreneuriat, oui. Sans prétention, c'est un milieu que je connais énormément, le milieu de l'entrepreneuriat, distinct du milieu des affaires. C'est mon expertise, donc c'est sûr que je connais ça comme presque comme le fond de ma poche. Le milieu des affaires, par contre, qui était plus objectif de modèle, de comprendre la culture d'affaires, les réseaux, les personnalités d'affaires, donc les grandes entreprises, parce que tout ça, c'est nouveau pour moi. Je me rappelle encore, 2005 à 2007, sincèrement, moi, j'écoute pas les nouvelles. Je sais pas qui est premier ministre. Je sais pas qui, vraiment pas, parce que c'est pas ça une préoccupation. Je regarde pas nécessairement la télé. Et je pense que c'est important de le dire parce que tout dépend de l'âge, bien évidemment, l'âge que tu as ou qu'on a quand on immigre dans un pays. Moi, je me considérais encore comme jeune, toute nouvelle, et essayer de déchiffrer un peu toute cette scène-là. C'était pas évident et je me rappelle très clairement, c'est à partir de 2007-2008 que je commence à m'intéresser et que là je comprends qu'il y a différents paliers, parce que je n'avais jamais compris les élections et tout, le parti ici, le parti libéral, Jean Charest, ça je me rappelle, et c'est vraiment à cette époque-là. Aujourd'hui, bien évidemment, on me questionnera pas là-dessus, puis je serai comme non, ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que pendant 2 ans, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui est assez étonnant parce que j'ai encore des souvenirs de mon père et de ma mère en Haïti qui écoutent et qui regardent Radio-Canada. Donc, on est au courant minimalement. Mon père, c'est sûr qu'il est au courant. Ma mère, c'est sûr. Mais moi, je suis comme, je vais dans un pays, je vais dans une ville, mais qui est maire, qui est PM, province? J'avoue, je ne sais pas. Mais j'ai pris une décision vraiment concrète à partir de 2007-2008 d'étudier, de regarder des émissions québécoises, de regarder vraiment tout pour essayer de comprendre. Et depuis, ça m'a pas lâché. Moi, j'ai encore une télé. Je fais partie des dinosaures qui ont encore une télé à la maison. Je fais partie de cette gang-là. Dans le fond, de mieux comprendre l'écosystème pour se développer dans cet écosystème-là et prendre sa place. Exactement. Exact. C'était ça c'était pas une stratégie, mais c'était ça la volonté
C'était ça, je peux pas être ici, parler à des gens, puis ne pas savoir c'est quoi leur référent, quelles sont les habitudes, pour pas faire de gaffes, mais c'est aussi essayer de comprendre quoi do's and don'ts, quoi faire, quoi ne pas faire encore une fois. Donc, c'est vraiment dans cet objectif, dans cette intention-là. Le temps file. Je veux m'assurer d'avoir le temps de faire un petit questionnaire avec toi de fin de podcast. Et c'est vraiment des questions, si t'as pas de réponse, c'est pas grave, mais vas-y vraiment spontanément. Parfait. Qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Alors, ma première question, c'est pourquoi as-tu de la gratitude aujourd'hui? Pour la santé de mes parents et de ma famille. Notre santé collective, oui, dans la famille, mais oui, pour la santé de mes parents et de ma famille, vraiment. Prochaine question. Le meilleur avis que tu as reçu? Le meilleur, mais que j'ai toujours pas intégré, je dirais, c'est fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Ou il y a un autre aussi qui vient, c'est on n'est jamais certain. Je sais plus comment la formule disait, mais on n'est jamais certain du pouvoir qu'on a tant qu'on ne l'aura pas exprimé ou exercé. Et c'est tellement vrai parce que moi, je suis très dans la visualisation. Je lance beaucoup de choses dans l'univers, mais des fois, je vais peut-être manquer de confiance pour aller chercher ou les réaliser. Mais fais-toi confiance, ça, c'est un élément qui me revient souvent et que j'ai toujours pas intégré à 100%, mais dont je me rappelle. Donc, ouais. Est-ce que l'univers te répond quand tu lances ces choses? Oh que oui. Oui, vraiment. Puis l'univers me répond, puis c'est là où, effectivement, 13 années dans une école catholique fait son travail, et surtout des parents très catholiques et baptisés, communiés, bien évidemment. C'est que l'univers me renvoie des choses, mais Dieu me renvoie que des choses qui me font du bien. À savoir, je peux lancer quelque chose, mais que je veux, mais si c'est pas la bonne chose, je suis persuadée que Dieu, l'univers, quelque part, me renvoie que les choses qui me font du bien. Ça, c'est une croyance profonde. Des fois, on veut des choses que c'est pas nécessairement ce qu'il faut qu'on ait dans la vie. Oh que non! Pas au bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes personnes puis les bonnes équipes. Non, mais on nous envoie au bon moment les bonnes choses. Ça, j'en suis convaincue. J'adore ça. Le moment que tu es le plus fier? J'ai été très, très, très fière de la nomination à la Jeune Chambre. Puis là, ma voix change parce que je deviens un petit peu émue. J'ai été vraiment très fière. J'ai été aussi très fière d'avoir reçu un prix. Puis je pense que c'est la première fois que je vais le dire publiquement, effectivement, d'avoir reçu un prix Femme de mérite de la Fondation Why des femmes. Par contre, j'ai été tellement gênée de le recevoir parce que quand j'ai su qu'il avait reçu avant moi, ou 2 années avant moi, qui était Daniel Henkel, puis je trouvais que j'étais tellement pas au niveau de Daniel Henkel que je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas maintenant que je vais recevoir ce prix. C'est dans 10, 15 ans, c'est pas maintenant. Donc, j'ai été tellement fière, mais c'est une fierté qui a été tout de suite consommée, rapetissée parce que je trouvais que je la méritais pas. Donc, mais ça, c'est pour une autre séance de podcast, Sophie. Le syndrome d'imposteur, oh là là. T'as souvent le syndrome d'imposteur? Ah oui, vraiment, vraiment. À un moment, je me rappelle encore très clairement, entre 2016 et 2018, ça a été mes pires années de syndrome d'imposteur, où je me suis questionnée énormément. Ça coïncidait aussi à mon âge, je pense, début trentaine. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, syndrome d'imposteur. Là, je l'ai moins. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais pendant 1 an et demi ou 2, c'était flagrant. Ouais. Gênant même, ouais. Mais moi, je te sens à ta place, Déborah. Je me sens aussi, ouais, à ma place. Pourquoi j'ai été interpellée de faire une entrevue avec toi? Parce qu'on ne se connaissait pas. Et j'ai fait, faut que je parle avec cette femme. Alors, moi, je trouve que tu es à ta place et je te donne cette confiance parce que je veux confiance. Ouais, je veux que tu prennes cette place-là. Je trouve qu'elle te va bien. Ah, merci. Merci beaucoup, Sophie. Dernière question, le livre que tu lis en ce moment, est-ce que tu en lis un? C'est drôle. Pour mon voyage demain, j'ai sorti, que je n'ai pas encore lu, mais Coué, pour le petite conversation autour du racisme de Natacha Canapé-Fontaine et le deuxième auteur dont j'oublie le nom. Bref, donc je vais lire ça
petite conversation autour du racisme. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de, justement, qu'on m'explique le racisme d'une autre perspective. Mm-hmm. Parce que pour l'instant, c'est confus pour toi, ce genre de conversation-là? Tu sais pas par où la prendre? Ou... Je sais pas par où la prendre. De un, c'est vrai. Même si on connaît la définition du racisme, c'est qu'il y a différentes choses qui peuvent aussi être racistes, comme on le sait. Mais des fois, j'ai du mal à les identifier et à les expliquer comme racistes. Mettons, même si je m'attends pas trop souvent à ça, même si je sais que ça existe, que j'ai probablement, très certainement, été victime de racisme de façon indirecte ou très directe. Mais pour moi, le racisme anti-noir est tellement précis que j'ai envie de savoir où il s'intègre dans une définition de racisme général, j'ai envie de dire. Donc, c'est pourquoi j'ai peut-être besoin d'un petit cours sur le racisme, d'une perspective autochtone, par exemple, pour un peu comprendre mieux et de préciser certains éléments, certaines expériences. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre, en fait, sur ce mot-là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui maîtrise bien cette conversation-là. Exactement. Puis chaque fois, j'ai l'impression que pas que ça se renouvelle, mais qu'on peut effectivement rajouter des éléments. Dire, ah, mais ça, c'est un tweet qui est raciste. Oui, mais pourquoi? Ah, voilà pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Enfin, c'est une femme persévérante. C'est une femme qui se tient debout. C'est une femme qui a le pouvoir de ses ambitions, mais aussi la capacité de les livrer, surtout. C'est une femme qui est inébranlable. Et moi, ce sont des éléments auxquels j'aspire, j'ai envie de dire ça, même si ça n'aide pas ça n'aide pas ma bio personnelle de personne inaccessible, mais une femme inébranlable qui a ses objectifs bien en vue et qui les atteint. Justement, quels sont tes prochains objectifs? On sait que tu pars en vacances, on t'en vas à Paris, mais ensuite? Je suis en fin de mandat à la Jeune Chambre, donc jusqu'au 31 décembre 2021. J'ai failli dire 2019, mon Dieu. Ça t'en passe vite. Ça passe tellement vite, j'ai pas vu passer les 2 dernières années. Donc, bien finir mon mandat, j'aimerais trouver un autre projet, sincèrement. Je sais pas lequel. J'y pense. Je pense à l'écriture, je pense à de l'animation, je pense à l'écriture de la rédaction, peut-être retourner à mes anciennes amours comme modèle. Sincèrement, je sais pas. Le tableau est grand et il est complètement vide. Puis c'est à moi de commencer à écrire quelque chose qui fait du sens. Merci beaucoup, beaucoup, Déborah, pour cette magnifique conversation. J'ai vraiment adoré te parler. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour l'invitation d'avoir lancé la question et puis bien enchantée de cette conversation également. Si les gens veulent te contacter ou suivre ce que tu fais, comment peuvent-ils le faire? Je pense être assez réactive sur LinkedIn, sur Instagram aussi. J'apprends à être cool. Et sinon, sur Facebook aussi, je suis très présente sur les réseaux sociaux. Juste pas sur Snapchat. Ben, je ne le suis pas non plus. Écoute, on ne peut pas être partout non plus. Et on peut pas être partout, puis on va assumer notre génération partiellement. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Déborah. Merci, Sophie. Merci d'avoir écouté l'entrevue jusqu'à la fin. J'ai énormément de gratitude pour votre présence et j'espère que vous êtes totalement inspirés. Si vous voulez garder contact, rendez-vous sur le Instagram de Femmes de Fer et vous pouvez également vous abonner au Patreon de Femmes de Fer pour encourager l'équipe à produire encore plus de contenu pertinent pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée.